Merci beaucoup. Je suis Angèle Makombo, femme politique. Je suis présidente nationale d'un parti politique et je suis également actuellement membre du Conseil économique et social et j'ai été pendant plus de 20 ans fonctionnaire international aux Nations Unies à New York. Juste une petite boutade à M. Georges. Au Congo, on commence aussi par remercier les organisateurs. Donc, merci beaucoup, M. Mulumba, pour ce moment de réflexion. Alors, permettez-moi de ne pas aller directement vers la question. Moi, en venant à cette conférence, sur justement la dynamique persistante des conflits armés à l'est de la RDC et les velléités de balkanisation, je me suis attardée sur le mot persistant. Comment faire pour y mettre fin? Depuis plus de 2 décennies, on nous parle de ces guerres, de ces viols, de ces atrocités. Nous en avons assez. C'est vrai que les intervenants nous ont donné, c'était très intéressant, des idées, etc. Mais je vais être pragmatique. Je pense qu'il fallait dire avec force que pour mettre fin à cette dynamique persistante, moi je dis, et là j'interpelle le docteur, l'entente, la coopération, c'est bien beau tout ça. Non, moi je dis la première des choses, c'est la force. La force, il faut absolument qu'on ait une armée forte. Et là, je suis d'accord avec M. Mulumba qui parle de rapport de force. Donc, nous réarmer moralement, non. D'abord, nous réarmer militairement. Ça, il le faut. Et mettre en œuvre cette fameuse réforme de la sécurité qui met du temps. Et ça veut dire l'armée, la police, nos services de renseignement, la justice. Mais il faut aussi mettre l'accent sur la diplomatie. Là, je suis d'accord avec M. Georges. J'ai passé plus de 20 ans aux Nations Unies. J'en sais quelque chose. La faiblesse de notre diplomatie. Je vais donc passer très vite là-dessus. Mais il faut la justice. La justice. Tous ces criminels, tous ceux qui ont abattu nos héros comme les Mamadou Ndala. Où en sont les enquêtes? Ça, il faut absolument relever la justice. Mais un point sur lequel je n'ai pas beaucoup entendu, c'est vrai qu'on a parlé de citoyenneté, etc., patriotisme, mais il faut l'opinion nationale. Et là, permettez-moi d'évoquer un moment de notre histoire, c'était dans les années, je pense, 90, que Bukavu a été menacé d'être pris. Vous vous en souvenez? Comment? 2004. Voilà, exactement. Eh bien, moi j'étais encore aux Nations Unies à l'époque, travaillant dans le département politique. Les Nations Unies, le siège des Nations Unies était en branle. Les coups de fil venaient de partout. Et ils nous disaient, on n'a jamais vu ça. Une masse de Congolais qui descend dans les rues de Kinshasa. Ils étaient paniqués. Et ils étaient paniqués et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, ils ont dit au Rwanda, quand je dis on, les grandes puissances, les tireurs de ficelles, ont dit au Rwanda, reculez. Donc il faut absolument que notre opinion nationale se réveille, se mette debout. On voit des milliers de Congolais déambuler dans les rues de l'aéroport au centre-ville quand il s'agit d'accueillir des leaders, etc. Et là, pourquoi on ne peut pas les mobiliser? Pourquoi on ne peut pas les sensibiliser? Et je terminerai par dire, M. Mulumba, vous avez dit le Congolais voit petit, rêve petit, etc. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas de modèle. Les jeunes n'ont pas de modèle. Hein? Les jeunes, même les professeurs qui leur enseignent, ce livre, excusez-moi,
à des pratiques, on les connaît, hein, comment vous appelez ça, les points sexuellement transmis. Ce ne sont pas des modèles. Alors quand nos dirigeants, quand je dis dirigeants, que ce soit l'instituteur, le professeur, etc., montrera à son élève une idée de grandeur, une vision de grandeur, oui, les choses vont commencer à changer. Mais je terminerai par dire, la balkanisation du Congo ne se fera pas. Ne se fera pas parce qu'il y a longtemps qu'on y rêve. Aux Nations Unies, à un moment donné, ils ont même préparé ce qu'ils appelaient les contingency planning, parce qu'ils avaient réussi au Soudan, ce qu'ils avaient réussi au Soudan, ils voulaient le faire au Congo. Ils ont bien vu, non, le Congolais veut que son pays reste un et indivisible, et on restera un et indivisible. Merci. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Jean Bosco Lalo. Je suis le coordonnateur honoraire de la Société civile de l'Ituri depuis plus de 10 ans et je suis actuellement le président du KLCC pour dire le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo. Ici, en fait, après avoir suivi les deux députés de l'Ituri qui ont résumé l'essentiel des faits, je ne saurais pas parler peut-être, mais comme l'a dit le professeur, nous avons beaucoup d'adages dans la communauté. Chez nous, on dit par exemple, un homme ne pleure, en fait, un garçon ne pleure pas. On dit à un garçon ne pleure pas. Et le garçon grandit, il fait un effort d'être à mesure de supporter d'endurer. Nous sommes trop plaintifs. Nous sommes très plaintifs. Et les Congolais de l'Est, ceux de l'Ouest, les ont abandonnés. Lorsque j'ai vu autant de fois le mouvement des indignés avec Madame Nicole Kavira, à quel nombre devant l'ambassade du Rwanda, à quel nombre à la présidence, à quel nombre dans la rue de Kinshasa, où il y a autant de l'Ouest, avec de l'Est d'abord, mais de l'Ouest. Nous sommes prêts à marcher pour des causes minables. Les Congolais savent marcher, je ne dis pas pour des futilités, mais pour des causes qui ne sont pas debout. Mais pour nos vraies causes, nous ne sommes jamais prêts. Ici, nous voudrions réitérer ce que d'autres ont déjà dit. Notre armée est infiltrée depuis la base jusqu'au sommet. La solution ne sera pas à chercher ailleurs. Le professeur a dit, nous devons soutenir l'armée. Mais faut-il qu'elle existe d'abord avant d'être soutenue? Parce que si elle n'est pas là, on soutiendra quoi? En Ituri, on vit dans une situation, on ne sait pas s'il y a un terme plus profond que la complicité. Comment imaginez-vous? Nous avons autant de militaires qui sont engagés dans les combats. Mais des simples civils, c'est ainsi qu'on le dit, ils mettent à déroute toute une armée. Et pour autant d'années, et combien de fois, comme on a dit, les armes viennent du Soudan, d'accord, l'Ouganda, d'accord, mais combien de fois avons-nous vu, avons-nous suivi le fait que les miliciens ont ravi des cargaisons importantes d'armes de FARDC? Lorsque nous grandissons, lorsque un militaire abandonne les armes, on les poursuivait, on l'arrêtait. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup qui vont parler. Je vous remercie. C'était une contribution, pas de questions pour moi. C'est Francis Mapanzé, je suis doctorant en sciences politiques et je suis aussi un homme politique. Disons, j'ai peut-être deux petites préoccupations, évidemment, une interpellation pour le docteur Ilunga sur place. Je crois que ma préoccupation, d'abord, c'est sur l'analyse qui nous vient d'être faite par M. Georges, le diplomate. Je crois que le problème de la RDC, ça ne commence pas aujourd'hui. Je crois que s'il faut remonter vers l'histoire, en 1885, et en remontant vers la guerre de 14-18, le Congo a joué un rôle très important.
par nos EVA, nos minerais à l'époque. Je crois que ça a contribué énormément à la Première Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'on a eu à Chikolebwe, ça a contribué énormément à la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, avec nos minerais, je crois que l'organisateur Freddy Mulumba vient de le dire, tout ce que nous avions comme matière première aujourd'hui, ce n'est pas le Rwanda pour la balkanisation du Congo. Mais le vrai problème, c'est nos potentialités naturelles. Parce que le multinational qui pense qu'ils ne veulent pas passer par la voie officielle, il faut instrumentaliser les pays voisins pour nous faire peur et arracher par la force nos ressources naturelles. Mais ce qui m'a beaucoup plus interpellé, c'est quand le docteur Ilunga, il parle au terme de phénomène Banyamulenge. Phénomène Banyamulenge. Docteur, le phénomène sociologiquement parlant, c'est ce qui apparaît et ce qui disparaît. La grande question serait de savoir est-ce que le Banyamulenge est congolais, non ou pas. Mais je suis navré, je suis effrayé quand le professeur, le philosophe, confirme que non, voilà, nous devons vivre avec ces gens, avec nous. Moi, je pense non. Les Banyamulenge n'ont jamais été congolais. Peut-être le président Félix aussi, peut-être par advertence, par le souci d'un soutien politique, il peut se permettre de dire que non, ils sont congolais. Mais moi, je pense qu'ils ne sont pas congolais. On nous enseigne... Merci, je vais poser la question. On nous dit, en sens administratif, que nous avons 450 ethnies. Mais il faut interroger peut-être à Bukavu s'il y a une nouvelle ethnie qui a été ajoutée par rapport aux 450. Alors en ce moment-là, s'il y a une ethnie qui est ajoutée, on peut confirmer que les Banyamulenge sont congolais. Mais soit ils sont venus de Rwanda et peut-être par la politique de la transplantation, par la politique de guerre, ces canefs, ainsi de suite. Moi je pense que je n'ai pas de questions comme telles, mais vraiment ce sont des observations. Mais je souhaiterais vraiment à ce que le docteur Ilunga, me donne des éléments qui lui fait croire que nous avons un phénomène Banyamulenge au Congo. Okay, voilà. Non. Il ne faut pas qu'il y ait de polémique, s'il vous plaît. Cette question, ça fait plus de 20 ans. Il y a eu des écrits, il y a eu des débats au Parlement. Je pensais qu'on va faire un jour appeler les scientifiques. Non, les scientifiques peuvent d'abord nous montrer la réalité. Après, les hommes politiques peuvent savoir comment est-ce qu'il faut orienter. Parce qu'on vient de vous dire qu'il y a des réalités qu'on ne sait pas changer. Que faire? Donc ça demande un débat de fond. Donc évitons les émotions. Hein? Parce qu'ici, ce qui compte, que le Congo soit stable, que l'Afrique soit puissante pour qu'elle puisse peser dans ce monde d'imitation. Venez s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je suis le révérend Omer Yumbu. Je suis le rapporteur de la commission théologique de l'Église du Christ au Congo. J'ai été invité d'assister à cette conférence et le thème qui a été soulevé ou bien retenu a retenu vraiment mon attention. La question, je la pose à l'honorable député honoraire. Je n'ai pas pris votre nom. Vous allez m'excuser, honorable. Son nom, c'est celui-ci. Où c'est aussi? Sambo. Oh, honorable Sambo. En venant ici et entendre toutes les interventions de tout à l'heure, on a parlé concret. Comment notre pays est en train d'être, dont la population est en train d'être massacrée. À Uvira, au nord-sud Kivu. La question est la suivante. Tous les témoignages évoqués tout à l'heure par les orateurs sur les massacres, les tueries vécues à l'Est, pensez-vous que c'est le fruit d'une imagination créatrice? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quand ils soutiennent que
il y a infiltration dans l'armée, la police et autres institutions citoyennes. Ça vient de leur invention ou bien c'est une réalité. En venant ici, les organisateurs de cette conférence n'ont pas voulu miser sur la théorie. C'est une éducation citoyenne aux jeunes, aux politiciens et à tout le monde. Mais quand vous évoquez certains noms que j'ai entendus ici pour féliciter comment on a bien géré ce pays du moment où nous sommes en train de nous plaindre que ce pays a été mal géré, pensez-vous que ces organisateurs se sont trompés ou bien c'est une réalité? Je vous remercie. Je suis Monsieur Dieudonné Angumba, ingénieur culturel et journaliste, producteur, animateur à la radio-télévision nationale congolaise. Moi, je suis intéressé par l'exposé du professeur qui a parlé du lien qui existe ou qui doit exister entre le nationalisme patriotique, l'identité narrative et la responsabilité collective. Et aussi par tout à l'heure l'intervention du Dr Ilunga qui a parlé de Banyamulenge. Et évidemment, leurs deux interventions m'ont inspiré deux questions. La première est celle de savoir, parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui autour de l'identité culturelle et même de l'identité spirituelle du Congolais. Il y a des observateurs internes et même externes de notre société qui soutiennent que nous ne pouvons pas avoir cette conscience collective parce que tous les intellectuels congolais sont les produits de l'Occident. Alors pour cela, il faut réformer le système éducatif, il faut essayer de voir sur le plan spirituel qui nous avons comme maître, qui nous avons, ce que nous avons comme, c'est pas moi, livre spirituel comme on trouve dans d'autres sociétés. Je voudrais savoir si vous, en tant que professeur d'université, en tant qu'intellectuel, donnez raison à ces observateurs internes. C'est-à-dire qui exigent qu'on puisse revoir, que nous puissions revoir notre système éducatif, pour que nous puissions retrouver notre identité spirituelle, notre identité culturelle. De deux, en ce qui concerne la problématique sur la nationalité congolaise, moi j'essaie de réfléchir à ma manière. J'ai déjà eu quelques débats sur le plateau de télévision avec certains intellectuels. Je me pose la question de savoir s'il ne serait pas préférable pour la République démocratique du Congo d'adopter, disons, de se considérer comme une nation arc-en-ciel, au même titre que les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud et la France, pour qu'enfin, demain, nous puissions connaître cette paix dont nous avons vraiment besoin, parce que au vu des enjeux politiques, des enjeux économiques qui se présentent dans notre pays, nous serons toujours envahis par des populations étrangères, par nos voisins qui convoitent nos richesses. Voilà, ce sont mes deux préoccupations. Je m'appelle Pierre Echina Ololinda, un citoyen congolais. Ma question c'est au docteur, au professeur Émile Ilunga. Je voudrais savoir, parce qu'il semble bien maîtriser la situation de la région de l'Est. Quand il parle du phénomène Banyamulenge, immigrés rwandais, tout ça. Il essaie de le distinguer. Distinguer ces deux phénomènes-là. Immigrés rwandais, Banyamulenge. Je voudrais qu'ils nous disent qu'est-ce que signifie Banyamulenge et qu'est-ce que signifie immigré rwandais et Banyarwanda. Donc les trois concepts. Banyamulenge, immigré rwandais, Banyarwanda, mais même rwandais, 4 concepts. Et il faut qu'il me situe ça sur le plan spatialement et temporellement. Quand est-ce que Banyamulenge sont apparus au Congo pour la toute première fois? Quand est-ce que les Banyarwanda ont apparu au Congo pour la première fois? Les immigrés rwandais pour la première fois et les Rwandais pour la première fois. Et ils sont où? Leur espace vital, c'est où? Parce que, bon, l'article 10, effectivement, de notre Constitution donne la nationalité à toute personne étrangère habitant au Congo après l'indépendance. Poser la question à l'indépendance. Tu as déjà posé la question, c'est fini, on va te répondre. Oui. Je voudrais qu'ils me disent où est le territoire de Banyamulenge. Ok, ça va. Où l'espace vital de Banyamulenge. Okay. Moi, c'est Gelongoï, un ancien de l'université de Kinshasa. Je suis de la même promotion que M. Georges.
Avant de poser ma question, j'aimerais dire une petite chose. La question liée à la nationalité congolaise, pour moi, depuis 1960 jusqu'à nos jours, les constitutions, je parle au pluriel, souffrent de l'interprétation. Alors, ma question, je la pose à tous les intervenants. J'aimerais bien savoir de quoi avons-nous peur, que les Banyamulenge soient congolais ou que les pays soient balkanisés. Ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, j'aimerais savoir si le développement du pays dépend de la nationalité. Si oui, cette question, je la situe à M. Georges. J'aimerais qu'on puisse me dire à quel niveau le développement est lié à la nationalité. Donc, c'était ça mes deux petites préoccupations. Okay, merci. Les derniers. Vous attendez qu'on va... Je m'appelle Jonathan Kaké, chef des travaux. J'ai une petite question qui va s'adresser au professeur Alista. Alista? Oui. Qui va s'adresser au professeur, philosophe et au doctorant. Et même Freddy est là-dedans. Le professeur a parlé du nationalisme et patriotisme. Et M. Freddy nous a parlé des penseurs. Nous devons avoir des penseurs dans notre pays qui peuvent nous aider et nous devons penser. Et le doctorant a parlé de la diplomatie. J'aimerais savoir, c'est une très petite question, si tout cela peut réussir, si vraiment il n'y a pas de volonté politique dans les pays. Merci. Vous savez, j'étais en Allemagne. Je suis arrivé en Allemagne, j'ai vu des gens très disciplinés. Et je n'ai pas entendu qu'il y ait un ministre qui avait volé l'argent de l'État. Je me suis posé la question, ce peuple vit comment? D'où il vient? Je me suis rendu compte, la force de l'Allemagne, c'est la pensée. Tous les grands philosophes que vous avez étudiés ici sont allemands. Oui. Mais ces gens ne sont pas en contradiction avec les pouvoirs politiques. Ils ne sont pas en opposition. Ils collaborent. C'est que le contraire chez nous. Les hommes politiques veulent utiliser les intellectuels comme des marchepieds. Voilà le problème. Donc il faut que chacun de nous fasse son travail. L'intellectuel pense, l'homme politique décide. Avec une telle façon de travailler, je pense qu'on va s'en sortir et le Congo sera puissant. Je vous dis, nous sommes un pays où il y a beaucoup d'intellectuels et beaucoup de penseurs. Mais malheureusement, vous dites, compromis, c'est parce qu'on les met dans des conditions de misère. Et c'est fait à dessein. C'est là où il faut relire l'histoire. Ces pays, quand on l'a créé, on ne veut pas qu'il y ait quand même un État indépendant. Quand on est indépendant, où les Congolais décident eux-mêmes, ces pays, c'est une entreprise internationale. Voilà la réalité. Voilà pourquoi nos intellectuels sont malheureux. L'université abandonnée par les hommes politiques. Ce n'est pas eux. C'est ce qui était à Berlin en 1885. Donc au lieu de pleurer, il faut s'organiser. C'est pour ça qu'on a fait l'université. Pourquoi on a fait l'université? Pas pour pleurer. Nous devons nous organiser pour nous battre. C'est tout. On ne pleure plus. Mais malheureusement, on se plaint, on se plaint. Il ne faut pas se plaindre. On a été à l'université avec ces gens-là. On connaît leurs philosophes. On a étudié leurs pensées. On prend leurs propres armes, on retourne contre eux. C'est facile. Prenez Kant, prenez Hegel. Mettez sur la place, appliquez-le, vous allez voir que ça va marcher. Donc faites un effort, c'est nous-mêmes d'étudier, de mettre la philosophie au service de la société. Et l'histoire, je pense que le professeur en a parlé. Vous êtes ici, qui peut nous dire ce qui s'est passé en 1960 et 1990 ici? On a tout oublié, il n'y a même pas d'écrit. Voilà comment on est inconscient, malgré nos diplômes. Donc apprenons à faire des sacrifices. Je peux vous dire que ça fait plus de 10 ans. Si vous assistez à ces conférences, c'est mon argent, mon salaire. Quand j'étais au potentiel, c'était l'argent du potentiel. Personne n'a financé. Donc tant qu'on n'a pas l'esprit de sacrifice, nous serons esclaves des autres. Apprenez à faire des sacrifices. En commençant par les intellectuels. Vous allez aller à l'Inter, prendre la bière à $20.
Hein? Il faut cotiser pour s'organiser. Moi, je vois les mamans les tontines, qui font des tontines, capables de s'organiser. Comment est-ce que nous, on a fait l'université? On est incapable de nous organiser, même pas de cotiser. Mais quand il y a des fêtes, on sort de beaux costumes de $1000 et de belles voitures. Non. Changeons quand même les paradigmes. Il faut que nos penseurs, nos philosophes, il faut les écouter. Aucun pays ne s'est développé avec des ignorants, pas avec des médiocres. Prenez l'histoire. Si nous voulons demain que nous partons plus loin, prenons nos intellectuels, donnez l'argent. Si vous prenez l'histoire de l'Allemagne, tous ces Kant, tous ces Max Weber étaient à côté des gens intelligents, à côté des hommes politiques. Lisez l'histoire de l'Allemagne. Mais si chez nous, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu commences à dire un discours contraire, tu deviens opposant. Donc c'est à nous de travailler, de ne pas se plaindre. Il faut avoir des gens qui ont l'essence de l'histoire et la folie de grandeur. Quand Mobutu était dans ce pays, vous avez oublié. Ceux qui étaient à Lubumbashi, je pense que les profs étaient là, Mudimbe Ngal s'affrontaient. Nous, on était enfants. J'étais à Kananga, en 4e des humanités. Au collège P10, j'apprends que Mudimbe est arrivé dans la ville. Mais nos grands frères nous racontaient un savant. Et aujourd'hui, vous voyez un professeur pieds nus. Vous voulez voir quoi? Hein? Et tous ces voleurs portent costume avec des voitures. Et puis vous acceptez ça. C'est notre faute à nous en tant qu'intellectuels. Moi, j'ai dit, je ne peux pas accepter que quelqu'un marche sur mes pieds. La liberté a un prix. Donc les gens vont comprendre qu'il faut libérer l'imaginaire. Se prendre en charge, ce pays va changer. Voilà pourquoi on est corrompu, manipulé et on est incapable de s'organiser. Incapable. Dans un pays comme le nôtre, il n'y a même pas une maison d'édition. Il n'y en a pas. Qui en parle? Dans un pays comme le nôtre, vous regardez, les débats sont entre, je dirais, un peu de politiciens. Vous ne voyez pas la pensée émerger. Donc il faut créer la pensée pour la place pour les penseurs. Et ça, il ne faut pas qu'on vienne vous prendre à la maison. Vous devez vous battre et vous imposer, c'est tout. Tout est question de rapport de force. Donc, construisons un rapport de force avec les hommes politiques, ils vont nous respecter. Vous avez la parole, honorable. Bien. Merci beaucoup pour cette série de questions. Mais je répondrai à une ou deux et laisserai à d'autres co-débatteurs l'occasion de revenir sur vos questions. Le premier a eu comme préoccupation de savoir si le terme Banyamulenge, c'est une réalité ou un hasard. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris, en quelque sorte. Bien. Moi, qui me tiens devant vous, j'ai été à Bujumbura à un moment. Un Rwandais est arrivé chez moi, transpirant, le matin. Il me dira ceci: nous contrôlons déjà le Burundi. C'était en 1987, à l'époque du président Buyoya, je crois, si je ne me trompe pas. Après cette étape, Buyoya, c'est un Tutsi. Après cette étape, nous allons conquérir le Rwanda. Après le Rwanda, nous irons à l'est du Congo et nous allons constituer ce que nous appelons l'Empire Ima. J'ai pris cela pour une blague. Bon, les temps sont passés, mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Effectivement, si les Rwandais n'ont pas pu passer au Burundi, ne sont pas toujours là, si les Tutsis ne sont pas toujours au Burundi comme dirigeants, c'est à l'issue des élections que la majorité Tutsi Hutu a pris le pouvoir. Mais pour attaquer le Rwanda, et ils sont au Rwanda, c'est le régime Tutsi qui est au Rwanda aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face. Et effectivement, après ça, il y a des attaques, ils ont commencé des attaques chez nous.
il y a des moments où, comme a rappelé madame, ils allaient entrer à Bukavu, M23, tout ça. Tous ces mouvements-là, c'est pour que, bien sûr, ils puissent occuper l'est du pays. Bon. Donc, je dirais que ce n'est pas un hasard. C'était prémédité, c'est un programme qu'ils avaient de se créer un État à eux. Bon, empire ou pas, mais la terre pour eux. Parce que, si je ne me trompe pas, surtout au sud, du moins au sud du Sud Kivu, ou au Sud Kivu, les Banyamulenge n'ont pas de territoire, n'avaient pas de chef coutumier. Donc aujourd'hui, c'est un problème qu'ils essaient de régler. Et j'ai parlé des guerres, plutôt des atrocités, dans les hauts plateaux de Fizi, Tomboué, et ainsi de suite. C'est le problème des terres. C'est le problème de la terre. J'ai dit que ces atrocités visent à décourager les occupants actuels, les autochtones, pour les faire fuir et remplacer ces espaces par d'autres immigrés qui viendront d'un peu partout. Les autochtones vont aller où? Ils vont fuir. Ils vont se replier peut-être vers d'autres endroits. C'était une parenthèse et ça je l'ai vécu moi-même. Il a encore posé la question, il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question sur, je crois, la différence entre Munyarwanda, Munyamulenge, immigrants rwandais, ainsi de suite. À ma connaissance, pardon? Au docteur, hein? Ok, c'est bon. De quoi nous avons peur? Des Banyamulenge congolais? De la balkanisation? Est-ce que le développement veut dire nationalité? Bon. Est-ce que vraiment nous avons peur de qui que ce soit? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les Congolais aient peur des Banyamulenge. Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous ayons peur de la balkanisation. Tout ce que je sais, c'est que la balkanisation, ça a été prouvé ici, n'est pas voulu par les Congolais. Depuis les hommes politiques, les responsables, les autorités au sommet de ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à en parler, à le démontrer. Les hommes de Dieu, les étudiants, personne en tout cas dans ce pays, pour la plupart, pour la grande majorité, n'a pas besoin de la balkanisation. S'agissant des Banyamulenge, s'ils sont des Congolais, il y a... je vous renvoie à la Constitution, article 10. La Constitution actuelle, la Constitution qui a été validée en 2006, qui confère la nationalité congolaise à toute personne, aux tribus qui habitaient le Congo en 1960 avec leur territoire. Est-ce qu'en 1960, les Banyamulenge n'étaient pas au Congo? La réponse est oui, parce que il a été dit ici que, et comme nous le savons nous tous,
ce sont des immigrés avant 60. Donc à partir de 60, ils sont venus s'installer au pays. La question est de savoir, est-ce que la deuxième condition territoire est-elle remplie aussi? C'est ça le problème. Mais ce qui est vrai, c'est que le terme Banyamulenge, en 1960, ce terme n'existait pas. En 1965, jusque je crois en 1970-74, ce terme n'était pas connu. Je crois que c'est ça. Mais ce terme a commencé avec la thèse de, sinon le sujet de mémoire, le travail de mémoire de Feu Guissaro, un des leurs. Là, on peut se poser la question, entre cette période 60 et 74, il s'appelait qui? Je me pose souvent cette question. Je n'ai pas peur de le dire. Bon, il y a quelqu'un qui a dit qu'ils ont décidé de changer. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut changer d'appellation comme ça, sur le plan juridique sur... Bon, il y a beaucoup de juristes ici, ils peuvent répondre à cette question. Bon, pour d'autres questions, je laisse l'opportunité aux co-débatteurs pour qu'ils essaient d'y apporter une réponse. Malheureusement, je ne fais pas partie du commandement de l'armée pour vous dire quel est le chef de l'armée qui donnait ces injonctions-là, malheureusement. Je devrais d'abord commencer par remercier le camarade Freddy Mulumba d'organiser de telles réunions qui nous permettent de réfléchir sur notre pays. Et moi, j'étais très heureux d'écouter le philosophe qui a évoqué deux concepts, nationalisme, patriotique. Je ne suis pas philosophe, mais le mot nationalisme n'est pas nécessairement identique au patriotisme. Pour nous qui sommes des camarades, un patriote n'est pas nécessairement un nationaliste. Et lorsque vous avez parlé des pères de la nation, les pères de l'indépendance, vous les avez qualifiés de nationalistes patriotes. En dehors du MNC Lumumba, qui avait un mouvement national et qui logiquement mérite le terme de nationaliste patriotique, selon vous, moi je dirais patriote, mais les partis comme Abako, Konakat, Balubakat, MNC Kalonji, est-ce que ces partis qui avaient un caractère régional, plutôt tribal, méritent la qualification de nationaliste patriote? Je voudrais également vous demander je n'ai pas très bien saisi, et c'est une notion très, très complexe probablement, l'identité relative. Narrative. Comment? Narrative. Ah, j'ai mal compris. Parce que j'ai entendu l'identité relative. Narrative. Alors, c'est une question que je voulais préciser. Je crois que je me suis... Je peux répondre aux questions de... Voilà.
D'abord, je crois qu'il y a une maman diplomate qui m'a dit qu'il ne suffit pas d'évoquer la trilogie détente, entente et coopération. Ce n'est pas à moi, Ilunga, que vous pouvez poser cette question. Contre Mobutu, j'ai pris les armes. Au moment où les gens se réunissaient à la conférence nationale avec Kabila père, Laurent, nous savions que nous ne pouvions pas chasser un dictateur armé par le discours. Je ne sous-estime pas le travail fait par la conférence nationale, mais nous avons fait une autre conférence nationale, Lusaka, Laurent Kabila et moi-même. Nous avons décidé qu'un képi ne peut être dégagé que par un autre képi. Et c'est pour cela que nous avons fait la guerre et Mobutu est parti. Ne me dites pas que nous étions des agents, que nous avons été instrumentalisés. Ilunga, j'étais à la tête d'une armée basée en Angola. J'étais prêt à attaquer. Lorsque le camarade André Kisasungandou m'a appelé pour le rejoindre à Kigali. Parce que l'armée d'Abirimana, vaincue par le FPR, là, cette armée a rejoint notre pays. Une armée ne peut pas entrer dans un pays sans être désarmée. L'opération turquoise française est venue pour créer, en réalité, non pas pour faire de l'humanité, mais pour créer deux Rwanda Land, des Tutsi Land et des Hutu Land. Les Rwandais se sont battus, ont neutralisé ce processus de balkanisation. Donc c'est un processus qui date, même le Rwanda était l'objet de balkanisation. Ils se sont battus et les Français ont été évacués. Le thème de balkanisation cher à Mulumba, et que j'encourage d'ailleurs, on en discute toujours, je ne pense pas, pour avoir été président du RCD, je ne pense pas qu'on peut balkaniser le pays contre le peuple. J'ai vu les Bachis, les Nandais. J'étais président, je tenais un discours plus ou moins ambigu, là vous allez me pardonner, pour essayer de faire accepter les Rwandais comme des voisins susceptibles de cohabiter avec nous. La résistance du peuple était réelle. C'est pour cela que je ne crois pas à la balkanisation contre le peuple, quand le peuple ne le veut pas. Ça, vous pouvez être sûr qu'on ne peut pas dominer un pays quand il y a une résistance du peuple. Je vous rappelle que nous qui lisons l'histoire, lorsque le général de Gaulle, pendant la Deuxième Guerre, a pris le parti de résistance contre le maréchal, oui, contre le maréchal, eh bien, la résistance française a eu raison des Allemands. Et d'ailleurs, les Américains voulaient prendre la capitale pour essayer d'assujettir les Français. Le général de Gaulle s'y est opposé. Paris a été prise par les troupes françaises, par les Français. Voilà. Ce que je voulais résumer en un mot, c'était pour vous dire que la balkanisation, je ne crois pas qu'elle aura lieu.
Il faut sensibiliser le peuple, et le peuple est prêt à résister contre n'importe quelle nation. Mais je voudrais que le philosophe m'éclaircisse un peu cette notion de nationalisme patriotique. Il y a un antagonisme. Je ne sais pas si ça peut cohabiter ces deux termes. Je voudrais rassurer au docteur que le philosophe, c'est un créateur du néologisme. Le philosophe crée le mot et donne une justification. D'un point de vue éthique, le nationalisme ne s'oppose pas au patriotisme. Il y a ce que j'appelle l'antagonisme positif entre les deux. On peut être nationaliste sans être nécessairement patriote. On peut être patriote sans être nécessairement patriote, nationaliste. Mais les deux, dans le contexte actuel, peuvent faire notre affaire dans la mesure où nous y associons ce que j'ai appelé l'identité narrative et la conscience et la responsabilité historique. C'est dans ce sens-là que j'ai circonscrit vraiment le concept nationalisme patriotique. Vous avez évoqué le cas de Lumumba, qui était nationaliste, et les autres avaient des partis politiques qui étaient tout à fait tribaux, régionalistes. Mais quel a été le dernier résultat? C'est qu'on a arraché quand même l'indépendance. Faudra-t-il dire que les uns étaient nationalistes et les autres n'étaient rien au nom du régionalisme? Je pense que tous, chacun à sa manière, selon son contexte politique, ils sont arrivés quand même à arracher l'indépendance, et cela s'est traduit très bien dans l'hymne national. Et dernièrement, le président a élevé quand même le président Kasavubu comme étant héros national. C'est qu'il a été considéré de ce point de vue-là aussi. Alors, donc je crois que j'ai répondu à votre question. Il y a la question de Dieudonné sur une volonté politique qui amènerait peut-être en contraste avec la pensée. Je pense que j'ai beaucoup insisté sur la pensée et non sur la volonté politique. Est-ce que nous avons des politiciens dans notre pays? Qu'est-ce que la politique d'abord? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est faire la politique? C'est des concepts qui sont très compliqués et qui ne sont pas maîtrisés par ceux qui font la politique aujourd'hui. Il faut retourner à l'intellectuel congolais qui, entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont des diplômes et qui ne sont pas nécessairement des intellectuels. Ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes qu'on est intellectuel, puisque nous connaissons beaucoup qui ont acheté des diplômes et qui en ont de grandes valeurs, mais qui ne sont pas nécessairement des intellectuels. Je pense que j'aimerais avoir une émission avec vous pour discuter de ça. Donc, je préfère la consécration de la pensée, que les intellectuels se retrouvent, discutent et trouvent des voies qui peuvent être appliquées par les hommes politiques. Puisqu'ici, c'est le politique qui est plus important que l'intellectuel, c'est le politique qui est plus important qu'un scientifique, qu'un penseur. Et ce qui fait que notre pays se meurt. Je crois que M. Mulumba a démontré qu'en Allemagne, par exemple, ce sont des grands penseurs, des grands philosophes qui ont fait ça. Et je peux vous demander parmi vous ici, ils sont rares qui connaissent nos philosophes aujourd'hui. J'ai cité le professeur Okolo Okonda qui se meurt. Il est au campus là, qui se meurt. Personne ne peut penser. Cet homme a fait de la pensée sa bataille. Il a produit beaucoup d'ouvrages sur la pensée en Afrique et au Congo. Mais qui le connaît ici? Personne. Donc il faudra qu'on remette, qu'on restitue la pensée à sa place. Et donc, cela impose ce que j'ai appelé autrefois la refondation du système éducatif de notre pays. Nous avons un système éducatif qui ne vaut absolument rien, qui ne nous apporte rien du tout, et la preuve est là que sur la route, beaucoup de jeunes qui terminent au campus ou ailleurs sont tous des chômeurs, mais ils ont des diplômes. Mais à quoi sert notre éducation, notre système éducatif? Il faut le refonder. Et pour le refonder, il faut les intellectuels, il faut les penseurs, il faut les gens, les techniciens qui peuvent se mettre ensemble
et proposer les choses. Tant que ce sont des politiciens qui sont au Parlement, qui font de bruit, et à la fin, il n'y a plus rien, donc nous n'avancerons aucunement. Je ne sais pas si j'avais encore... La question de l'identité narrative, je crois que le docteur a compris qu'il ne s'agissait pas de l'identité relative. Or, je ne peux pas relativiser mon pays. Donc, c'est une identité qui revient à l'histoire. Il faut savoir assumer l'histoire et prendre la responsabilité de notre histoire. C'est ce que j'ai évoqué dans cela. Est-ce que nous pouvons avoir peur de la balkanisation? La question ne peut pas se poser puisqu'aucun Congolais n'accepte cette balkanisation. Donc la question de la peur ne peut pas se poser nécessairement ici. Est-ce qu'il faut un renouvellement de la spiritualité? Je pense que c'est encore Dieudonné qui a posé cette question. Je pense que dernièrement, j'ai discuté avec un pasteur. Je lui ai dit, comme pour blaguer, que le jour que je serai nommé ministre de la religion dans ce pays, je vais commencer à arrêter tous les petits pasteurs qui nous donnent une fausse spiritualité. Donc, tous ces pasteurs nous ont détruits. Il faut revenir à nos cultures, à nos traditions, pour comprendre ce qu'a été notre spiritualité. C'est une spiritualité de la transformation des terres, de la transformation. Il y a une dame qui a parlé ici qui disait qu'il fallait transformer notre terre, qu'il fallait nous engager pour le développement de notre pays. Ce n'est pas une spiritualité aujourd'hui où j'entends un pasteur qui demande pour une petite prière, d'ailleurs une fausse prière que Dieu n'écoute même pas, qui demande de l'argent, qui évalue, qui dit par exemple, donnez-moi $50, il fera une prière qui va vous amener le bonheur. Et ça, c'est quelle spiritualité? Et cela, ça c'est du côté de la population, mais du côté des hommes politiques. Il y en a qui dorment dans des cimetières pour avoir des postes. Maintenant qu'on est en train de changer les choses dans ce pays, il y a même des mandataires qui dorment avec des cadavres qui tuent les albinos, tout ça pour avoir des pouvoirs. Vous voyez ça? Quel genre de spiritualité? Donc il faut refonder ces spiritualités et trouver d'autres orientations de la spiritualité qui est pour moi une spiritualité de la transformation de l'être, de la transformation de la nature. Donc, refonder notre système éducatif, j'ai déjà dit ça, nous n'avons pas peur. Balkanisation, les Banyamulenge, je ne réponds pas à cette question. J'avais déjà répondu ça en 2005. Lorsque j'ai publié le texte, le livre sur Au cœur de la crise congolaise, choix et responsabilité politique. Ici, j'avais démontré, le docteur l'a dit très bien, pour corriger un peu le doctorant qui disait qu'il y a eu une vague des émigrés qui sont venus chez nous, à qui on avait interdit de se mêler à la politique du pays. Et ces gens ont existé. On trouve ces gens qui sont éparpillés vers l'Est. Mais les Banyamulenge qui sont venus, je ne sais pas dans quelle mesure on peut les compter comme des Congolais. Ça, c'est un débat autre. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Allez lire mon livre, vous trouverez ça. Vous pouvez aller au CEDI, puisque ça a été publié au CEDI, vous pouvez le retrouver là-dessus. Je pense que j'ai répondu à toute cette question et je vous remercie pour ces questions. De toutes les questions, je crois que je n'ai pas eu une question beaucoup plus essentielle par rapport à ma théorie parce que il y a le doctorant qui est venu un peu sur ça, mais je vais préciser. J'avais dit tout au départ que toute formulation de la politique étrangère tient compte de l'équilibre de puissance. C'est comme ça que je suis revenu sur, depuis 1945 jusqu'en 2016, comment ça a changé de bipolarité à l'unipolarité et pourquoi nous sommes en train de partir dans la multipolarité que j'ai tenté de définir dans le sens, comme la Russie va descendre, probablement, c'est la Chine et les États-Unis qui vont demeurer des puissances, des grandes puissances dans le monde. Alors, et je suis descendu pour montrer quels sont les impacts possibles ou potentiels dans notre pays et qu'est-ce qu'il faut pour la diplomatie. Alors, j'ai essayé de dire qu'il faut une diplomatie de la puissance. Madame est partie. Donc, il faut refonder notre politique étrangère. Toutes les institutions qui rentrent dans cette formulation-là, notamment le président, les gouvernements, les ministres des Affaires étrangères, mais aussi tous les services de sécurité, doivent définir de nouvelles options que j'ai tenté de dire qu'il faut d'abord départ
une politique, une stratégie nationale, hein, laquelle on va se projeter dans ce monde d'incertitude, et notamment dans la région ici, voir comment nous pouvons influencer depuis l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Mais il y a quelqu'un qui vous avait dit aussi que le Congo a apporté beaucoup de choses au monde. Je ne crois pas. Ça, c'est une tricherie. En tout cas, dommage de le dire. Le Congo a des atouts. J'ai même dit que c'est toujours superlatif, que nous les évoquons, mais nous n'avons jamais tenté d'exploiter à notre guise. Il y a le prophète qui disait que les autres nous disent que nos ressources sont aussi les leurs. Mais alors là, si c'est comme ça, il y a des combats. Pour nous, les ressources nous appartiennent. Et il faut se battre pour ça. C'est ça le principe. Si les autres viennent avec des plans d'émiettement ou d'autres plans de nous mettre en difficulté, parfois ils ne vont pas balkaniser, mais laisser les territoires comme ça, un territoire sans paix, en guerre perpétuelle, pour continuer de contrôler ces ressources stratégiques-là, c'est contre nous et il faut se battre pour ça. Donc, à mon avis, alors, je le remercie. Je crois que nous allons continuer le débat, mais c'est une question qui sort de mon intervention. Je crois que je vais vous proposer le livre de Francis Fukuyama. Il a fait, je crois que c'est les plus importants travaux de sa vie, des livres, hein, Origine de l'ordre politique et Political Order and Political Decay. En 2011, je crois qu'il y a une version française où il insiste sur ces questions-là. Vous m'avez posé, nous allons parler même entre nous. C'est parmi les travaux les plus avancés, il faut quand même les reconnaître. Et le chef des travaux qui a parlé de l'importance de la volonté politique. Bon, les scientifiques, les travaux académiques, ce sont des théories. C'est l'homme politique qui prend le pouvoir, qui vient appliquer ces choses. J'ai dit que concernant notre politique étrangère, il y a une carence de doctrine. Ça, c'est très sérieux. C'est-à-dire, s'il y a un homme politique aujourd'hui, même s'il a une volonté politique avérée, pour moi, il ne fera pas grand-chose. Parce que dans les temps, on a vu des gouvernements qui faisaient appel aux experts étrangers pour être conseillers dans des domaines, mais ce sont des questions de souveraineté. La politique étrangère d'un pays, ce n'est pas une question qu'on va prendre d'un conseiller français pour vous conseiller qu'est-ce que vous pouvez faire, tout ça, parce que il n'est pas, vous comprenez ce que ça signifie. Ce sont des Congolais qui doivent travailler sur ça. Je vais donner un exemple de la Chine. En Chine, parce qu'il y a aussi un prof qui est venu sur le système d'examen en Chine, le Keiju système, depuis 220 avant Jésus-Christ, on a institutionnalisé le confucianisme dans la gestion des affaires de l'État. Ça veut dire on se base sur ça. Ce sont des travaux des gens, des grands... Ce n'est pas tout le monde qui a la faculté de voir clair. Ici, mon exposé a tenté de voir clair comment le monde va fonctionner à partir de 2020 jusqu'en 2050, jusqu'à la fin du siècle, et comment le Congo peut se comporter, peut s'orienter sur le plan exclusivement diplomatique. Et la Chine a tenté de s'organiser depuis ce temps-là, de 220 avant Jésus-Christ, jusqu'à 1820, comme première puissance économique mondiale, c'est avéré, avec la vision de Confucius. Avec la vision d'autres, on peut parler de taoïsme aujourd'hui, mais c'est Dao. Ce sont des grands philosophes qui ont inventé la modernité chinoise et tout ce que nous avons eu en Chine. Et pourquoi on ne peut pas le faire ici? Il y a des grands professeurs dans notre pays, il y a des grands intellectuels, mais il faut qu'ils se mettent dans la danse pour voir, domaine par domaine, définir des options. Peut-être pour terminer, sur les plans de la refondation de la politique étrangère, pourquoi j'insiste sur le fait que le Congo, avec tous ces grands enjeux, doit rester neutre? C'est parce que s'il y a une confrontation complexe entre les États-Unis et la Chine, comme ça s'annonce maintenant, toutes les institutions internationales seront paralysées. Donc FMI, Banque mondiale, toutes ces choses-là ne vont pas normalement... D'ailleurs, les statuts du FMI disent très clairement que les sièges de cette institution doivent être dans un pays où c'est la première puissance économique. Ça veut dire si la Chine devient première puissance économique aujourd'hui, il faut que FMI quitte Washington ou New York, je ne sais pas, pour aller à Shanghai ou Pékin. Ce sont des choses qui vont bouleverser le monde. Et si nous entendons aujourd'hui
Quand il faut des financements chez FMI, Banque mondiale, d'ici 10 ans, 2030, 2035, ça ne va plus marcher. Donc le Congo doit définir des options très claires sur les plans diplomatiques, sur les plans politiques étrangères, sur les plans sécurité dans la région. Les Américains sont impliqués depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Comment faire avec eux? Encore qu'ils n'enverront jamais de militaires pour venir mourir chez nous. Les Américains le savent très bien, ils peuvent conseiller, tant mieux. Sur les plans économiques, comment le Congo, j'encourage énormément que le Congo adhère à toutes les structures aujourd'hui créées par la Chine, dont notamment AIBB, comment on appelle ça, la Banque d'investissement asiatique et d'infrastructure, mais aussi à Belt and Road Initiative, hein? Ceinture et route. Tous les États de la région aujourd'hui, le Rwanda, le Kenya, tous ces États de l'Est ont adhéré à ces initiatives-là, et le Congo peut s'ouvrir économiquement et en gardant une dynamique interne forte. Ça veut dire qu'il faut éviter des conflits qui déstabilisent les institutions, par exemple. La mobilisation populaire peut nous permettre, à un moment où la confrontation va devenir très compliquée, d'être quand même un État qui va servir des médiations, comme ça a été au camp de Mobutu avant la guerre, notamment de 1998, comment Mobutu gérait un peu la République, gérait la région, par exemple. Mais si nous continuons aujourd'hui, où c'est choisir les camps des gens, alors que l'Amérique et la Chine gère cette question aujourd'hui dans ce que nous, en théorie, nous avons nommé amitié superficielle. Parce que ni la Chine, ni les États-Unis, personne ne veut la décision de l'autre maintenant. Donald Trump, si les amis ont lu le livre de John Bolton, là où il écrit « The Room It Happened », la pièce où ça s'est passé, il démontre très clairement comment Donald Trump exploite cette tension avec la Chine pour justifier sa légitimité interne. Parce que Donald Trump est en réalité la montée nationaliste aux États-Unis de la non-performance économique du libéralisme que ça a posé jusqu'aujourd'hui. 50% des Américains sont pauvres. Leur pauvreté s'est démontrée depuis près de 40 ans aujourd'hui. Et l'Amérique ne va pas s'engager. America First, c'est ce que ça signifie. L'Amérique ne va pas s'engager davantage. L'étranger a envoyé des armées ici chez nous pour combattre pour nous. Non, l'Amérique ne va pas le faire. C'est tout si Donald Trump passe. Donc, tous les États aujourd'hui se positionnent par rapport aux enjeux mondiaux. Comment ça va se passer? Et le Congo a quelque chose à faire. Comme ça, je reviens chez le doctorant en termes théoriques. Le Congo a quelque chose à faire. Nous allons garder notre neutralité et proposer ce que nous avons de meilleur au monde. Nous avons les minerais stratégiques. Nous avons d'autres forces, mais nous coopérons par rapport à ce que vous mettez pour nous. Nous ne coopérons pas pour peut-être justifier. Nous avons eu d'ailleurs la chance en 2018, une passation civilisée des pouvoirs. Personne ne conteste aujourd'hui ce qui s'est passé. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans la question de protection des régimes. Non, il faut une diplomatie républicaine. Une diplomatie basée sur nos intérêts. Il faut définir l'intérêt national aujourd'hui, laquelle, au niveau des ambassades, au niveau des organisations internationales, nous allons poursuivre cet intérêt-là. Il y a eu la question de notre ami les journalistes sur la science et la politique. Ce que je voudrais dire ici est que moi j'ai fait des recherches sur l'évolution de la science dans la société égyptienne ancienne, qui est une société africaine, et j'ai découvert que si la science s'est développée en Égypte ancienne, c'est parce que les pharaons finançaient. C'est ainsi que le mot papier que nous voyons ici, le mot papier vient du terme égyptien qui signifie pepera. Pepera signifie ce qui appartient au pharaon. Donc la science fait partie intégrante d'une politique de puissance. Aucune nation ne peut changer, améliorer la qualité de vie de ses citoyens, de son peuple, si on n'utilise pas la science. Et la science ne peut pas se développer sans des moyens publics. Donc vous partez de l'Égypte ancienne jusqu'au niveau des États-Unis, l'Allemagne, partout, c'est parce que l'État y met la main. Aujourd'hui, la science la plus grande, qu'on appelle la physique théorique, la physique expérimentale, exige des accélérateurs qui coûtent 5-10 milliards de dollars. Et puis, aucun individu ne peut payer. Les Blancs, les Européens se sont organisés pour avoir un accélérateur au niveau des CERN, mais qui appartient à tous les Occidentaux et ça coûte 20 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'antagonisme à faire entre la science et la politique. Sauf que, il faut reconnaître que c'est quand vous avez des hommes politiques en position nationale, c'est-à-dire en position de non-aliénation, c'est-à-dire ceux qui ont ce qu'on appelle l'autonomie de la conscience politique, c'est-à-dire qui estiment que nous avons le devoir
d'améliorer la qualité de notre vie de nos citoyens. Nous avons le devoir de puissance. Ce sont ces hommes politiques-là qui financent l'université et qui financent l'éducation nationale et qui financent la science. C'est heureux de pouvoir dire que Tshisekedi est aujourd'hui le premier président au Congo qui s'est intéressé à mettre de l'argent pour améliorer la situation de l'UNIKIN. Depuis que l'UNIKIN est créé, personne n'a jamais n'a jamais mis un sou pour améliorer les homes. Nos enfants faisaient pipi et caca loin des homes. Donc, c'est aujourd'hui, il faut le dire que s'il continue sur cette lancée-là, il sera le premier président à mettre de l'argent dans les universités pour la recherche. La recherche ne se fait jamais nulle part ailleurs que dans les universités. Ça, c'est dit. Donc, je voulais là-dessus dire au professeur, comme à Dieudonné, qu'il n'y a pas d'antagonisme. Et que si nous n'arrivons pas à forcer l'homme politique à financer la science, nous allons dépérir encore plus qu'aujourd'hui. Regardez le Rwanda, on y met de l'argent, les enfants créent des instruments et ils nous surveillent avec ça. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à ne pas... Nous avons intérêt à forcer l'homme politique à financer la science. Ok, merci. Merci beaucoup. On nous demande de libérer la salle, mais comme d'habitude, on ne peut pas terminer sans faire des recommandations. Parce qu'il y a des responsables politiques dans la salle. Nous avons le ministre des Affaires étrangères. Nous avons madame qui travaille chez le coordonnateur Claude Bankir. C'est mécanisme, hein? Oui. Donc, le patron, l'homme du Sénat n'est pas là. Je ne sais pas s'il y a encore notre officiel ici. Non? Ok. On va vous lire un peu quelques recommandations pour que vous transmettez les messages à qui des droits. Sinon, on va parler, puis ça limite par là. Ça ne sert à rien. Et M. Charlie, lit un peu les recommandations. Vous commencez. Tu as encore écrit ça? Non, non. Non, on commence par... À l'issue de réflexions de tout à l'heure, on nous recommande ce qui suit. Faire de l'éducation au nationalisme patriotique un projet éthique dans l'activité du pouvoir. Deuxième recommandation, lancer une campagne de civisme et de nationalisme patriotique à divers degrés de l'enseignement. Mettre en place une approche structurée et coordonnée pour la neutralisation des groupes armés en tenant compte des réalités du terrain, c'est-à-dire interdire tout procédé d'intégrer les miliciens ou membres de groupes armés au sein de l'armée. Prendre en compte les dénonciations faites par les populations contre certains membres des forces armées. Sur le plan diplomatique, il y a nécessité de réformer profondément notre politique étrangère en tenant compte des nouveaux enjeux régionaux et internationaux. Il y a également nécessité de créer, fermer et organiser nos ambassades. C'est-à-dire, il faut qu'elles jouent pleinement leur rôle, tenir compte du profil des diplomates dans nos ambassades et organisations internationales. Et enfin, avoir un outil médiatique adéquat, lequel supervisera et diffusera les actions du chef de l'État une fois président de l'Union africaine pour le rayonnement de la nation. Je vous remercie. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance. Serait-il pas temps de s'accepter avec nos différences?